Bonjour Pablo Servigne et Alexandre Boisson, je vous invite sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Intemporel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je m'appelle Pablo Servigne, je suis de formation scientifique et récemment, je suis plus médiatisé pour les bouquins et les articles que j'écris sur l'effondrement de notre civilisation, le côté systémique des chocs, sur l'entraide aussi. Voilà, toutes sortes de choses très réjouissantes. Moi, de mon côté, hein, donc j'étais dans la sécurité publique pendant 15 ans. J'ai protégé jusqu'à des présidents de la République pendant 9 ans. Et j'ai décidé de partir de ce travail pour de nouvelles aventures à 5000 km d'ici, pendant un temps dans le Caucase. Je suis revenu depuis l'année dernière, en septembre 2018, pour reprendre un travail dans la sécurité, mais cette fois dans le privé. Mais bien avant ce travail, j'avais créé SOS Mer, conscient des écrits de Pablo Servigne, mais c'est pas celui au final qui m'a amené vers la collapsologie. Celui qui m'a amené vers la collapsologie, c'est Mathieu Ozano, qui a écrit Le L'or noir. Mais après, quand j'ai eu l'effet boost de Pablo Servigne avec ses écrits, oui, ça m'a accéléré la prise de conscience. Voilà. Vous voulez commencer par discuter sur la façon de neutraliser l'ego des personnes qui peuvent perturber les organisations comme celle que vous avez créée. C'était un peu à ma demande que je t'avais suggéré cette question parce qu'on en avait déjà discuté avec Pablo. Alors j'ai oublié dans la présentation de parler de SOS Mer, qui est une association de fait que j'ai cofondée avec un économiste qui s'appelle André-Jacques Holbeck, et qui a pour but de projeter dans l'imaginaire de la société civile, donc les maires, mais aussi les administrés, ce que peut être un monde en état de nécessité, enfin en tout cas une France en état de nécessité. Et forcément, dès qu'on fait quelque chose, on déplaît à d'autres personnes qui auraient soit voulu faire mieux ou qui n'y ont pas pensé et dont c'était parfois le métier. Donc on se retrouve parfois avec des trolls. Enfin, un esprit trollesque, on va dire ça comme ça. Et Pablo a eu à peu près les mêmes remarques, parce que là, on est dans un contexte mondial, des risques systémiques mondiaux qui doivent absolument nous exonérer justement des querelles d'ego. Puisque là, s'il y a bien un moment où il faut faire système ensemble, eh ben, c'est maintenant. Et en étant complètement libre des partisaneries politiques, en étant complètement libre de tout ce qui a fait qu'on a été élevé depuis notre enfance dans des silos, par la pression de conformité de la société, par nos parents eux-mêmes. Et en fin de compte, on a tendance à prendre toujours des postures. Et là, il faut faire exploser les postures pour arriver à quelque chose de cohérent. La fameuse entraide dont parle Pablo Servigne, qui existe, il faut réussir à la mentaliser, pour le coup, avant les drames. Les drames donc, qui peuvent être provoqués par des collapses, pour reprendre les termes de Arthur Keller. Le collapse, c'est un peu global, mais c'est vrai qu'il y a plein de collapses. Il peut y avoir des collapses sur l'énergie, des collapses sur la banque, il peut y avoir plein de collapses. Alors là, il faut faire système. Et en fin de compte, quand on fait quelque chose, quand on propose quelque chose, on crée quelque chose. Et créer quelque chose, c'est tuer autre chose. C'est dur de le dire comme ça, mais quand on invente un système, forcément, on disqualifie d'autres systèmes, surtout si celui-ci est efficient. Alors, Oui, ce que c'est la fait logique un peu schumpeterienne. oui, c'est la destruction créatrice. C'est une apoptose même, c'est la destruction des cellules qui nourrissent d'autres cellules. C'est le principe de la chenille et du papillon. Il faut une mort pour une renaissance. Et là, on est en train de casser des systèmes. Alors, des systèmes qui sont justement confectionnés en silo. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a une pensée survivaliste qui est pas idiote, suivant comment on regarde la chose, mais qui, pris à l'échelle du système, n'est pas si cohérente qu'on le pense.
il y a une pensée très optimiste, qui n'est pas idiote, suivant comment on se place, mais qui, à l'échelle du système, n'est pas cohérente. J'ai pris presque deux extrêmes, même si les gens ne sont pas extrémistes. Mais si on considère le survivalisme et qu'on compare le nombre de personnes qui sont capables de se défendre au nombre de personnes à l'échelle de la société française, qui est très armée, je le répète, 15 millions d'armes, donc une arme pour 4 personnes, ce n'est pas cohérent de penser qu'on peut vraiment s'en sortir qu'en étant entre soi, même si on est 100 personnes bien armées. C'est pas possible parce qu'il va y avoir des forces en face qui vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus armées. De même, ça va être compliqué. Je sais pas si on a toujours la connexion là. Si. Si, moi j'entends, tout va bien. D'accord. De même, la pensée qui vise à croire avec un peu de bon sens, de développement personnel, d'enseignement, on va se sortir de crise systémique à l'échelle globale, en tout cas au niveau à l'échelle de la France. C'est une erreur. C'est bien souvent des gens qui ne veulent pas monter dans un véhicule de police pour aller dans des zones sensibles pour comprendre comment fonctionnent certains systèmes humains. Donc, quand je reviens un tout petit peu en arrière et je vais libérer la parole, je ne veux pas la monopoliser, pardon. Quand on invente un système qui est horizontal, où on prend des gens qui sont issus de la gauche à des gens qui sont issus d'autres formes de pensée, justement, je ne veux pas trop coller d'étiquettes, et qu'on arrive à faire coaguler ça, eh ben on casse tout un tas de silos. Et ça embête du monde. Donc, on se retrouve avec des mecs de certains partis qui nous disent oui, de toute façon, alors, c'est ce qui est arrivé à Pablo. Pourquoi tu parles à Boisson, ça doit être un mec d'extrême droite, alors que moi j'ai un parcours familial qui m'exonère complètement d'être d'extrême droite. Mon père est de couleur, j'ai subi le racisme aussi en étant petit, et mes grands-parents étaient résistants. Et pour ne pas faire de confusionnisme, les résistants, c'est ceux qui défendaient les étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça n'a rien à voir avec des mecs qui sont... voilà. Bon. On ne va pas ouvrir le débat. Et on a envie de coller des étiquettes aux gens. Et là, ce qu'il faut absolument faire pour réussir la manœuvre de l'entraide que préconise Pablo et à laquelle j'adhère totalement, il faut absolument décoller les étiquettes. Et quand la technique, pour en finir là-dessus, la technique est très simple. Quand on est attaqué par des gens sans fond, au début, il faut absolument leur demander quel est le fond, et après presque faire un copier-coller de ce qu'ils disent pour les renvoyer en effet miroir à leur ânerie, pour rendre public leur ânerie. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il faut le faire une ou deux fois, parce que c'est la valeur de l'exemple, pour bien casser ces méthodes de troll et donner de plus de chances à faire système avant les grands effondrements. Voilà. Je voulais juste faire une petite incise juste avant par rapport au fait que, comme tu disais, le fait de coaguler les différentes forces politiques en France. Je voulais savoir ce que vous pensez du système de Proudhon. Parce que c'est ce qu'il avait essayé un petit peu de faire aussi, il me semble. Je laisse la parole à Pablo. Tu veux que je réponde à la première ou direct Proudhon? Les deux. Non, sur la première, sur l'ego, en fait, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais très rapidement, après avoir fait le constat, en fait, avec la thèse scientifique qu'on a fait qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer en 2015, on s'est rendu compte que plein de gens partageaient ce constat, mais ils n'avaient pas tous les mêmes postures par rapport à ce qu'il faut faire, et surtout que tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou résilience de vivre avec ces mauvaises nouvelles, quoi. Et du coup, on a, plutôt que d'aller directement sur le chemin politique, comment on s'organise, on a été faire des détours. Alors, on nous l'a beaucoup reproché. Détours d'abord par l'entraide, pour montrer que tous les êtres vivants s'entraident. C'est très normal, c'est naturel chez l'être humain, qu'on a des capacités prosociales incroyables
et j'y reviendrai après. Et puis deuxième, que le chemin intérieur est très important. Et par chemin intérieur, l'ego, ça en fait partie. C'est-à-dire que c'est un des écueils du fait qu'à un moment, on va se taper dessus, en fait. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Comme dit Alexandre, c'est qu'on arrive à limiter les dégâts, à faire en sorte que quand les tempêtes arrivent, quand les catastrophes arrivent, quand les pénuries, les ruptures arrivent, on ne se foute pas sur la gueule. C'est ça. Donc, de manière préventive, il faut arriver à créer une culture de l'altruisme pro-social, etc. Mais sans être naïf. C'est-à-dire en sachant que y a tel ou tel risque, que l'entraide, c'est pas du tout quelque chose de bisounours. L'entraide, on peut très bien s'entraider pour massacrer son voisin, etc. Et donc, l'ego, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une des barrières, mais là, on est en psy, hein, qui empêche d'aller vers l'autre, de s'ouvrir. Et tout notre travail a été d'essayer de trouver des chemins pour s'ouvrir, faire du lien, en fait. Il y a 4 types de liens qu'on décrit. Mais je vais être rapide. C'est le lien avec nous-mêmes, avec nos émotions, le lien avec les autres, les humains, le lien avec les autres qu'humains, donc les non-humains, les animaux, les plantes, tout ça, et le lien avec le sacré, avec ce qui nous dépasse, qu'on maîtrise pas, est-ce que les humains, depuis la nuit des temps, ne maîtrisent pas. Et du coup, à chaque fois, l'ego, c'est un frein à cette ouverture. Et voilà, donc ça, c'était le chemin intérieur. Et on nous a beaucoup reproché, justement, de pas aller directement, de tourner autour du pot, en fait, de pas aller directement à la question politique. Et du coup, Proudhon, Proudhon, moi, je le connais juste par la propriété, c'est le vol, et le fédéralisme autogestionnaire, etc. Et puis son côté très misogyne, vraiment, c'était assez... C'était pas beau, quoi. Mais du coup, j'avais plutôt envie de te demander qu'est-ce que tu entends par Proudhon, plus précisément. Dans l'alliance entre les forces qui sont plus à gauche et à droite, en fait. Il a essayé de rassembler la gauche et les systèmes un peu royalistes, tu vois, pour essayer de dépasser un petit peu ce clivage-là, quoi. Pour éviter que ça parte. Mais c'est la grande question en ce moment. C'est-à-dire... attends, je fais un petit détour pour répondre à la question parce que c'est intéressant de faire un petit dézoom, mais quand tu t'accordes sur le constat, après, tu te disputes sur que faire et sur les causes, en fait. Chacun a sa cause de toutes ces catastrophes, tu vois. Pourquoi le monde est si pourri? Pourquoi on détruit la nature? Ouais, mais c'est la faute au capitalisme, au patriarcat, à la civilisation, à l'agriculture. C'est la faute à la gauche, à la droite, aux jeunes, aux immigrés, aux vieux, à tout ce que tu veux, à nos ancêtres. Et du coup, si tu captes une cause, eh ben, ta politique, ta manière de t'organiser va être enracinée dans cette cause. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est déployer un peu toute l'arborescence des causes et la complexité de ce qu'il faut faire. Pour avoir en filigrane, plutôt en négatif, comme une photo, un développement photographique, les chemins à emprunter, qui seront forcément buissonnants. Et c'est pour ça que le travail est radical. Radical au sens à la racine. Aller à la racine des causes. C'est quoi? C'est la séparation nature-culture, c'est la modernité, l'invention de la civilisation. Tu vois, là, il y a plein de causes. Et c'est très profond. En ça, c'est vraiment un chemin intérieur. Et du coup, chacun identifie ses causes. Si tu fais pas ce travail de complexité, si tu n'arrives pas à dézoomer, tu restes bloqué dans ta cause, ton étiquette et ton isme. Tu vois? Tu vas dire, mais non, la faute, c'est à la droite. Et tu vas être braqué sur il faut niquer la droite. Et en fait, l'axe du bien, c'est la gauche. Et je pense que tu es ambidextre. Enfin, tu n'es pas ambidextre, tu es plutôt, il y a un autre mot, hémiplégique, pardon, quand tu penses comme ça. Il y en a qui disent, ouais, c'est la faute au capitalisme. Donc tu vas avoir des postures anticapitalistes, c'est très bien, il en faut. Sauf que tu vas rester braqué que là-dessus. Et c'est encore des ismes et des étiquettes. Et il y a l'écueil dont on parlait tout à l'heure, de revenir des replis identitaires, aussi sur des étiquettes, sur des ismes, qui sont très dangereux parce que ça sépare aussi. Mais on en a besoin aussi pour avancer avec un peu de clarté dans ce brouillard idéologique. Et du coup, mon souci, c'est que, en ce moment, je suis un peu perdu, hein, mais en ce moment, et je termine par là, je trouve que c'est très facile de brandir un isme, une étiquette, et d'y aller à fond en mode pureté idéologique. Ce
ce qui m'intéresse plus, c'est d'arriver à voir quels sont les groupes affinitaires, les groupes humains, tous les services publics. Enfin, tu vois, rien que dans les services publics dont on parle avec Alexandre, il y a tellement de bonnes personnes qui ont qui se soucient du bien commun, qui font marcher l'eau, l'électricité, la sécurité, l'alimentation, et tout. Et forcément, l'État peut être un ennemi et un allié, mais les services publics aussi. Et en fait, au-delà des étiquettes et des ismes et des postures idéologiques, moi j'ai envie d'aller voir les personnes et les choses concrètes pour arriver à finalement diminuer le nombre de morts, pour éviter qu'on s'entretue sauvagement. Enfin non, sauvagement c'est un mauvais mot, mais atrocement. Voilà, et pour moi c'est un effort que de sortir de la pureté idéologique et d'aller concrètement, et là je rejoins ton Proudhon, voir qui sont derrière les étiquettes et trouver les bonnes personnes. Ouais, se salir un peu les mains, quoi. Oui, c'est pour ça que justement je voulais savoir ce que vous en pensiez. Jérémy, je me permets, tu parlais de Proudhon, mais est-ce que tu connais Jean-Pierre Bou? Non, pas pour l'instant, mais je regarderai. Arrête de lire Proudhon. Non, et lis Jean-Pierre Bou. Parce que Jean-Pierre Bou, il arrive à travers un roman à unifier l'humanité. Il nous fait prendre de la hauteur avec son roman Siècle bleu, où un astronaute, je ne vais pas tout spoiler, mais un astronaute est bloqué dans l'espace et il explique depuis l'espace ce qu'il voit, un être vivant bleu où des gens s'animent. Et il parle aussi, Jean-Pierre Bou, de l'overview effect. L'overview effect, c'est ce qui touche tous les astronautes qui se retrouvent dans l'espace, qui, dans les premières heures de leur ascension, en regardant par le hublot, essaient de trouver les frontières qu'ils ne trouvent jamais sur la Terre, puisque les frontières on les trouve en terrestre et dans nos esprits, au niveau mental. Et l'overview effect, au bout d'un moment, leur fait un effet absolument magique parce qu'ils se retrouvent donc à quand même une certaine hauteur de la Terre, assez pour la voir dans son ensemble, et ils ne trouvent pas de frontières, ils ne trouvent qu'une humanité. Et je pense que là, il faut changer de niveau de conscience. Jean-Pierre Bou, avec beaucoup de subtilité et très inspiré, dans un état certainement modifié de conscience, a écrit ce livre. Et je crois que c'est lourd d'enseignement. Et je pense qu'il faut arriver à ça. C'est arriver à se voir en tant qu'humanité, puisque l'ennemi dans ce collapse, c'est nous-mêmes, c'est notre insouciance, notre inconscience, le fait d'être limité dans notre perception du monde, avec toujours des frontières, toujours des partis, l'incapacité, on s'est cloisonné le cerveau, et là, il faut falloir prendre de la distance. Et la meilleure arme, à mon sens, pour réussir contre ce collapse, c'est pas la confrontation, c'est la séduction. Il faut arriver une nouvelle fois, quand on séduit, on tue quelque chose. Hein, c'est pas si innocent que ça, de la séduction. C'est-à-dire amener les gens vers une autre voie, c'est laisser une ancienne voie. Et on a besoin de ça. Voilà. C'est pour ça que tu es bien habillé, Alexandre. Pardon ? C'est pour ça que tu es bien habillé aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on va partir tout de suite sur l'économie du coup. Je voulais savoir ce que vous pensiez du lien entre la destruction écologique, l'économie. En ce moment, il y a par exemple Stéphanie Gibault nous a envoyé des messages pour nous alerter sur le fait que la banque UBS a demandé à ses clients de sortir de l'argent de la bourse. Rothschild a retiré 150 milliards de francs suisses de la banque. Et l'État français, il y a quelques jours, a fait un emprunt sur 15 ans à taux d'intérêt négatif. Oui. L'évasion fiscale détruit la Terre. C'est aussi simple que ça. Et justement, je me permets d'afficher ça, puisque Pablo, lors de sa conférence Climax, était avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il parlait de ça, c'est-à-dire que quand on ne joue pas le jeu, quand les plus fortunés ne jouent pas le jeu, forcément, pour l'innovation, pour enseigner les gens à une certaine
réduction de leurs émissions, on manque de sous, on manque de moyens. Voilà, donc il faut absolument raisonner l'économie. Je suis assez ami avec Stéphanie Gibault pour dire qu'on a écrit à UBS parce qu'on est sacrément gonflé, on ose tout, c'est comme ça qu'on apprenait, et on avait proposé à UBS, à M. Hermotti, de faire migrer vers nous qui comptions, et on compte toujours créer un fonds mondial pour l'éthique et la régénérescence de la planète, faire migrer donc les clients, parce qu'il y a toujours des bonnes personnes partout, y compris chez UBS, qui ne sont pas intéressés de gagner des taux d'intérêt délirants sur le trafic d'armes, sur toujours de nouvelles exploitations qui polluent la terre et tous les trafics dégueulasses. Donc ces gens-là qui ne sont pas intéressés de venir dans ce fonds mondial de l'éthique et de la régénération de la planète. On n'a pas eu de réponse. Voilà ce que je peux te dire sur l'économie. Je laisse Pablo expliquer son tour. Non, mais c'est une grosse question et qui peut être, de manière très simple. C'est pas l'économie en général. L'économie, c'est juste la science de comment on se débrouille sur Terre, la science de la maison. Et l'écologie, c'est aussi la science de la maison. Et l'économie, c'est quelles normes, quelles règles on se fixe pour être en phase avec la maison, oikos, c'est-à-dire la Terre, quoi. Donc en fait, l'idéal, c'est que les deux soient en phase. Et ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, pas du tout. On a une économie basée sur un système ex nihilo, donc c'est un peu compliqué d'avoir. Ouais. Et du coup, excuse-moi, l'idée, c'est que juste l'idée très simple, c'est que notre économie, elle est basée sur le court terme et l'écologie, c'est du long terme, c'est tout. Et tant qu'on n'aura pas une économie, mais même un système politique qui peut voir le moyen et le long terme et le prévoir et se fixer des règles là-dessus, on sera déphasé entre nos règles, notre manière de fonctionner, nous les humains, occidentaux, riches, etc., industriels, et la planète. Et du coup, dès qu'il y a déphasage, il y a catastrophe, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est simple à dire. Après, pour remettre en phase, c'est compliqué. Ça, c'est. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de la question du droit de propriété et le lien avec l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment changer la notion de droit de propriété pour avoir un système plus harmonieux avec la cosmogonie, quoi? Bonne question. Je suis pas juriste et j'aime pas du tout le droit, mais je sais que enfin, j'avais eu quelques discussions il y a pas longtemps sur le fait d'au moins complexifier ou élargir le panel des différents types de propriétés. Et en ce moment, ce qui marche bien, mais bon, c'est peut-être pas une panacée, hein, mais c'est la propriété d'usage. Voilà, si tu l'utilises pas, c'est plus à toi. Et il y a quelque chose de très simple que les anarchistes aussi ont développé à l'époque. Tu parlais de Proudhon, mais il y a vraiment quelque chose de plus sain. Après, je sais pas si ça sera une solution, mais en tout cas, ça peut permettre. On devrait permettre plutôt à des endroits, des entreprises, des ZAD, des territoires de développer ces propriétés d'usage et de faire d'enrichir le droit, en fait. Voilà, juste pour voir, mais c'est des chemins pour voir si on y arrive, pour voir si ça fait quelque chose, mais des laboratoires de recherche en grandeur nature, quoi. Pour moi, le droit de propriété, je ne connais pas trop ce droit. Moi, je suis plutôt formé à mon époque au droit pénal. Donc, une nouvelle fois, je pense que ça sera en inversé. L'article 122.7 du Code pénal n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. À partir du moment où on va avoir des milliards de personnes qui vont manquer d'eau, des sécheresses de plus en plus fréquentes, des zones désertiques, le droit de propriété va être compliqué à défendre parce que de plus en plus, les populations vont être en état de nécessité. Et c'est d'ailleurs sur ce droit-là qu'on a tendance à indexer les stratégies de SOS Mer parce que
on l'a vu, un état de nécessité, pour ne pas simplement l'imaginer, mais reposer sur du concret, c'est typiquement ce qui s'est passé à Saint-Martin. Est-ce qu'on a le droit de piller des magasins? Non. À la base, non. Quand une société est structurée, non. Mais qu'on dit, et il y a beaucoup de témoignages comme ça, hein, qu'on peut remettre aux besoins à votre disposition, qu'on dit certaines forces de l'ordre sur place face au danger que qu'encouraient les populations de ne plus pouvoir manger, ils ont dit servez-vous, prenez ce que vous pouvez. Donc, piller des magasins est devenu légal. Donc, tout ce qui est très rigide dans un système bien ordonné qui fonctionne avec son énergie, tel que maintenant, ça explose en vol face à l'état de nécessité. Donc, le droit de propriété face à des migrations, celles qu'on va connaître, on pense souvent, et j'en termine là-dessus, que ça va être des migrations qui vont venir comme maintenant d'Afrique ou de pays de l'Est, mais pensons bien aujourd'hui avec pour ne prendre que cet exemple, un Paris qui n'a que 3 jours de résilience alimentaire, la moindre cyberattaque vraiment costaud comme celle qu'on connue la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les États-Unis qui ont foutu en l'air 23 communes au Texas. Nous, en France, 3 jours de résilience alimentaire, s'il y a une cyberattaque sur nos centrales d'approvisionnement, les migrants, ils ne vont pas venir de très loin. Ils vont venir de la région parisienne vers les campagnes. État de nécessité. Comment on gère ça? Et c'est ce que fait c'est ce type de projection que fait SOS-Mer pour qu'on arrive à pacifier les esprits avant les drames. Et comment vous êtes écouté par les personnes qui exercent des fonctions, qui ont le pouvoir d'agir vraiment? Ils vous font juste des belles paroles ou vous disent ils vont agir, parce que... Non, il faut. Si on commençait à dire, voilà, on n'est pas écouté, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais on bloquerait du monde. On bloquerait du monde. C'est toute cette population-là aujourd'hui qui se conscientise sur ces problèmes de collapse et qui se dirait, il n'y a plus rien à faire. Ne pas être écouté, mais être entendu, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que là, typiquement, je vais redonner vite la parole à Pablo, hein, je ne veux pas monopoliser, pas mal de personnes sont allées voir les maires avec les histoires de 10 crimes, avec les histoires de résilience alimentaire. Et en ça, on va refaire un petit coup de pub nécessaire au livre de Stéphane Linou, Résilience alimentaire et sécurité publique. C'est un livre d'intérêt général. 20 ans d'enquête qui ont donné des résolutions de la sénatrice Laborde et pas que, sur la résilience alimentaire à adopter en France. 20 ans d'enquête sur notre vulnérabilité alimentaire. Quand les gens conscients maintenant de ces problèmes vont voir leur mère, il y a un effet psychologique qui est normal de la part de l'élu qui se retrouve face à presque un inconnu, un administré qui ne connaît pas si bien, qui vient lui rappeler qu'il avait un devoir qu'il n'a pas fait. Le devoir de prévoir les troubles à l'ordre public et de les empêcher. Mais le problème, c'est que comme tout est codifié chez nous, on prévoit les crises majeures géologiques, on prévoit les crises majeures technologiques, géologiques, sécheresse, inondation. Technologique, ça va être un pont qui s'effondre ou alors une centrale. Mais on n'étend pas à la géopolitique, on n'étend pas à la géoéconomie. Ça commence à devenir très, très lointain. Et pourtant, comme le dépeint très bien Pablo dans ses livres, tout est interconnecté. Donc voilà, quelqu'un qui débarque dans une mairie face à son maire, l'élu, l'autorité du coin, et qui lui dit « mais vous avez pensé à ça ?» Ah, et là, la réaction, c'est souvent « oui, c'est géré ». Et puis, n'importe quoi, du pétrole, on en a encore. Et puis, n'importe quoi. Puis, de toute façon, il y a des plans faits par les préfets. Et tout le monde pense que l'autre a fait le boulot. Alors, quand je dis, et j'en termine vraiment là-dessus, entendu, c'est déjà bien. Pas écouté, c'est pas grave, ça va venir. Ça va venir parce que, quoi qu'il en soit, quand on a touché un peu l'élu dans son orgueil et qu'on approche des municipales, il va quand même un petit peu vérifier ce qui a été dit, parce que
c'est plus qu'une seule personne qui le fait maintenant d'aller vérifier son dit crime. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes. Et là, si on se retrouve avec des élus qui mettent en danger au regard des alertes qui sont même données par le Premier ministre, qui quand même parle un peu de collapse, c'est pas anodin, d'un patron de Total, qui est quand même mieux placé que le maire du coin pour savoir s'il va encore y avoir du pétrole en 2020, au bout d'un moment, ça a été entendu, et quand c'est écouté, là on commence à arriver à du concret en termes de solutions. Ouais, t'as raison, hein, je rajouterais aussi qu'il y a d'autres vélos. Une fois que t'es entendu, je sais que notre bouquin, il a tourné dans les cercles du pouvoir, il est lu par beaucoup de gens, mais déjà, c'est pas forcément parce que t'as compris que tu percutes et que t'y crois. Et après, même si t'y crois et que t'es persuadé, il y a des verrous immenses. C'est-à-dire que tes conseillers, ils veulent pas que t'en parles. La prochaine élection, faut pas en parler. Tu as envie d'agir, les conseillers veulent, mais il y a d'autres verrous financiers, je sais pas, des lobbies, des verrous juridiques, des verrous psychologiques, il y a de tout. Et à grande échelle. Le problème, c'est qu'on a fait des grandes échelles, donc des verrous à grande échelle. Et donc, pareil, le personnel politique, je pense que il est représentatif de la population. Il y a, Tout à fait. il y a des gens qui savent, d'autres qui savent et qui savent pas, d'autres qui savent, qui y croient, d'autres qui savent, qui croient pas, d'autres qui savent, qui croient, qui ont envie d'agir mais qui peuvent pas. Et puis il y en a qui agissent mais c'est pas assez. Et il y en a d'autres qui ont simplement pas les mandats. Ils n'ont pas été élus pour ça, donc ils vont pas agir. Voilà. Mais ce que je remarque, c'est que depuis un an, les lignes politiques bougent pas mal au sein de la population. Il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, un chemin intérieur à faire très profond, aller aux questions radicales. Ça bouleverse. Il y a des gens qui changent de vie, il y a des gens qui, qui se séparent, leur couple se sépare ou qui trouvent quelqu'un d'autre parce que c'est des questions. La question de la fin du monde, c'est juste hallucinant. C'est une question énorme qui rend fou. Et du coup, je pense que politiquement, ça bouge pas mal. Et il y a eu deux choses qui ont fait tomber un peu les masques, en tout cas avec le gouvernement Macron. C'est Nicolas Hulot, la démission, qui a été un clash pour l'écologie politique. Les gens ont vraiment compris que ça ne bougerait pas avec cette structure de gouvernement. Et c'est pas que le gouvernement, hein, c'est la structure de la Ve République, comme je disais tout à l'heure, qui pense pas le long terme. Et puis il y a deuxième chose, c'est les gilets jaunes. Peut-être tu pourras en parler aussi, Alexandre, parce que là, les masques sont tombés, quoi. On a vu comment quelques petites revendications pouvaient mener à des gueules cassées, des bras, des mains arrachées et beaucoup de violence, alors que c'est pas grand-chose comme revendication comparé à la fin du monde, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a deux façons de voir les gilets jaunes. Il y a la façon média mainstream. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir le film de Ruffin, même si on n'est pas du parti politique de Ruffin, parce qu'on voit vraiment les gilets jaunes de Rond-Point, où là, il se passe deux choses. Une dramatique, on comprend à quel point nos concitoyens qui bénéficiaient des acquis sociaux gagnés, le prix du sang par nos grands-parents, n'en bénéficient plus. Il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, qui ne mangent pas à leur faim. Et ça, il faudrait absolument mettre un mouchoir dessus pour pas déranger ceux qui sont un peu plus dans le confort qu'eux. Et ça, c'est inadmissible. Et puis, il y a la chose très éclairée, très positive, c'est cette capacité qu'ont les Gilets jaunes, mieux que Monsieur Tout-le-Monde et Madame Michu, qui sont parfois dans leur petit confort, d'apprendre des choses. Et ça, c'est absolument formidable, cette capacité à apprendre très vite les choses, parce que c'est irréversible. Comme disait Mandela, le meilleur moyen de changer le monde, c'est l'éducation. Et donc là, on voit que des gens qui n'étaient pas du tout connectés à cette nouvelle culture d'Internet, qui inquiétait d'ailleurs beaucoup un stratège américain comme Zbigniew Brzezinski, qui a fait pas mal de guerres contre la Russie, s'inquiétait beaucoup de l'éveil des consciences des masses. Et ben là, si on compare les gilets jaunes qui sont brillants sur les ronds-points avec leur bande réfléchissante,
Ce sont des bandes réfléchissantes qui commencent à parler de création monétaire, de démocratie. Ah bon, mais je pensais qu'on avait le droit à la liberté d'expression. Bah non, je pensais pas qu'on avait le droit d'être mutilé pour des idées. Et bah si, ça arrive. Et il faudrait oublier tout ça. Le gouvernement ne pourra pas faire autrement que de prendre en considération cette nouvelle culture. C'est même pas les gilets jaunes, parce qu'à un bout d'un moment, ces gilets jaunes, en ayant ras-le-bol de s'identifier comme des gentils, en se mettant bien dans le cadre de la loi dans des endroits où on les retirait. Et là, ça deviendra ingérable. Mais ce qui sera ingérable, c'est pas le truc du samedi, c'est la culture des gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, il manque encore un tout petit bout à cette culture, c'est qu'on ne peut pas, à mon sens, être cohérent et aller manifester contre des lobbies de Bruxelles quand soi-même dans son ventre, on a ce qui alimente les lobbies. C'est vrai qu'il faut intégrer le boycott dans notre mode de consommation. Donc il manque encore ce petit bout-là. À partir du moment où ils vont considérer la sécurité, leur propre sécurité qui aurait dû être faite depuis longtemps, depuis les années 60, et enfin, sécurité alimentaire, que dépeint très bien Stéphane Ligny. Cette vulnérabilité, quand ils vont prendre ça à bras le corps, mais tout le monde va y gagner. Et les politiques aussi, étonnamment. Parce que je vais terminer là-dessus. La politique de très haut niveau, tout en haut de la pyramide, ça ne fait que gérer des flux d'avis de personnes. Alors, pour bien se rendre compte de ce que ça donne, il suffit d'un repas de famille, 10 personnes autour de la table. Et on parle d'un sujet conscientisant. Au moment où tout le monde est content de manger son roast beef, sa viande, alors que et qu'on parle justement de cette viande qui rase les forêts amazoniennes, et calculer le nombre de personnes qui vont soutenir cette perspective de changer ses habitudes. Eh bien voilà, quand on gère des foules, on gère des proportions. Alors bien sûr, quand on est dans l'entre-soi, qu'on est justement des gens qui s'intéressent, nous nous intéressons à l'écologie, nous nous intéressons au collapse, on a l'impression qu'on est beaucoup. Mais on est très peu sur 67 millions. Aujourd'hui encore, on se bat pour au moins 70% sur du Nutella. Les gens n'ont rien à foutre de voir un orang-outan se battre contre une grue, parce que la Nutella, c'est encore meilleur goût que de se conscientiser. Alors, je ne veux pas faire plus long là-dessus, mais il faut bien comprendre que du jour où l'éducation populaire aura atteint un seuil critique, où justement les gens vont commencer à vouloir faire de la résilience alimentaire, de recréer du lien social, naturellement, on va avoir des effets, des boucles de rétroaction, pas seulement en France, à l'échelle mondiale. Plus on va se recentrer sur ce qui est cohérent avec notre intérêt propre. Notre politique, c'est de manger ce qui donne de l'économie locale, voilà. Pas de l'économie multinationale. On ne peut pas aller attaquer des multinationales. C'est un peu cette image qu'on retrouve sur le net de punk qui se retrouve chez McDo après avoir fait toute une journée à lutter contre le capitalisme. Ouais. Voilà, il faut être cohérent. Et une fois que ce petit bout va être fait, mais on va, comme d'habitude, la France, marquer les esprits du monde. Tu veux répondre quelque chose ou je... Moi, je me souviens plus. C'était quoi la question? Bah non, c'était en fait. C'était... J'ai entendu gilets jaunes. On est parti sur les gilets jaunes. On est parti sur les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, mais je sais plus pourquoi. Mais vas-y, t'as d'autres questions? Oui, j'en ai plusieurs. Donc il y en a. J'en posé deux. J'ai lu un article aujourd'hui qui parlait de la production américaine du pétrole. En fait, apparemment, elle aurait cessé de croître. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de la situation du pétrole et ses impacts. Et si vous pouvez faire juste une petite incise par rapport à ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu connais le T-Tinement. C'est un fonctionnement psychologique qui dit en fait que dès qu'on met un individu dans une société de consommation où tous ses besoins régaliens sont comblés, en fait, on détruit ses leviers de révolte. Donc, comment retrouver des leviers de révolte quand on a tous nos besoins régaliens de combler, en fait? J'en sais rien. Et la première question que j'ai oubliée déjà. C'était sur le pétrole. Ah ouais, le pétrole. Ouais, bah pareil, ça fait 5-6 ans là qu'on a écrit le bouquin. Depuis à Mathieu Ozano qui a fait la super synthèse.
Je suis de temps en temps, mais pas au taquet. Je sais juste que le ciel s'obscurcit là pour la production de pétrole et que j'ai pas suivi les derniers chiffres, mais que le gaz de schiste, même si ça continue aux États-Unis à forer dans tous les sens, c'est quand même que du court terme. Donc enfin voilà, mais même l'Agence internationale de l'énergie qui forcément qui a toujours été optimiste là, elle panique un peu quoi. Il y a plus assez d'argent, le prix du pétrole bas a empêché la prospection et du coup il y a plus assez de perspectives à venir quoi. Mais Ouais. j'ai pas les derniers chiffres, je sais pas. C'est ce que disait Pouyanné en 2017. En 2017, il annonçait qu'il y avait, Monsieur Pouyanné, donc le patron de Total, en 2017, il annonçait qu'en 2020, on risquait de commencer à manquer de pétrole parce que les investissements ne se faisaient plus. Se faisaient plus assez dans les infrastructures pétrolières. Mais sur ça, il faut rajouter quand même la guerre géoéconomique terrible que se livre euh, que l'alliance russe, chinois, indien contre les États-Unis et pas seulement les États-Unis, mais aussi les Français, qui bénéficient encore de certains contrats pétroliers avec des anciennes colonies. En ce moment, il suffit de regarder où sont implantés les missiles S-400 russes qui empêchent tout avion de l'OTAN de survoler. Donc l'OTAN, c'est quand même l'alliance atlantique qui défend les intérêts des Occidentaux sur les questions de pétrole. Hein, Ils sont présents dans 150 pays. Et donc les missiles, les batteries de missiles antiaériennes russes, eux, empêchent les avions de l'OTAN de survoler. Donc, quand vous prenez un échiquier mondial, vous regardez à peu près où passent les pipelines et les gazoducs et vous regardez où sont placés progressivement, là dernièrement c'est en Turquie, où sont placés progressivement ces systèmes anti-aériens. Et là, vous comprenez que les Occidentaux, qui ont toujours plus besoin de pétrole, mais pas que, les Russes, les Chinois qui se développent, les Indiens qui se développent et qui surtout ont tous un projet qui s'appelle la route de la soie, donc qui demande des moyens colossaux en termes d'énergie pour la construire, eh bien, tout le monde se rue sur les dernières poches de pétrole peu cher exploitées. Donc, plus ça va, plus on met des batteries de missiles qui empêchent les avions de survoler, moins on garantit à des investisseurs occidentaux sur des zones au Moyen-Orient ou peu importe, à l'étranger, de pouvoir à long terme récupérer ce fameux pétrole pas cher. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Rothschild et Nobel en Azerbaïdjan, donc fin 1800 et début 1900, où ils avaient, Rothschild et Nobel, investi beaucoup donc, dans les infrastructures pétrolières de Bakou, c'est très bien décrit dans L'Or noir de Mathieu Ozano, et arrive la révolution bolchevique, et là, messieurs, merci, vous laissez vos infrastructures, les chemins de fer, tout ce que vous avez produit, et vous partez. Donc, c'est pour ça qu'il y a une telle rage, toujours des Occidentaux, d'aller mettre des bases partout, de l'OTAN partout, pour garantir la stabilité du prix du pétrole, puis que ces investissements puissent se faire. Alors attention à mes propos, je ne dis pas que c'est moral, au contraire, je me bats contre ça. Je dis que c'est tactique, stratégique et économiquement, c'est ce qui, au fil des décennies, nous a garanti quand même un prix relativement stable du pétrole. Dès qu'il y a une crise du pétrole, comme en 73, c'est la crise même 2008, il y a eu quand même, il ne faut pas l'oublier, plus de 581 dépôts de bilan de transporteurs routiers. On ne sait pas faire sans nos transporteurs routiers pour remplir nos magasins. 2008, la crise, à grands coups de sacrifices, a pu se résoudre un peu, mais on est encore dans cette même crise de 2008. Et celle qui nous est annoncée par à peu près tous les économistes, y compris le FMI, y compris les gens de la BCE, c'est que ça va être une crise systémique, bancaire, financière, d'un volume beaucoup plus intense que celle de 2007-2008.
vu qu'on commence à parler de pétrole, on va peut-être parler de ce qu'on arrive à faire grâce au pétrole, notamment par exemple la manière dont on redistribue l'eau, la manière dont on peut se nourrir. Enfin, toute notre société est basée sur le pétrole. Comment on doit s'organiser au niveau régional, français, européen ou mondial pour revivre sans pétrole, justement. Parce que, Bah, c'est là toute la question, hein, c'est super chaud. Voilà, c'est un mélange de retrouver des techniques du passé, de l'avant-pétrole, et encore il y avait le charbon avant. Donc, en même temps, les combiner, les hybrider avec des nouvelles techniques qui sont plus efficientes, on a découvert plein de choses depuis, qui sont pas forcément consommateurs d'énergie. Je pense entre autres à l'agroécologie pour se nourrir. Il y a des recherches en agroécologie, il y a de l'innovation en agroécologie. Et l'agroécologie, c'est pas forcément un retour en arrière. Du coup, c'est vraiment une question d'imaginaire, d'arriver à avoir un déclic que vivre avec beaucoup moins d'énergie, c'est pas forcément un retour à la bougie. Et d'ailleurs, il y a enfin voilà, quand on me demande est-ce que ouais, en fait, vous voulez un retour à l'âge à la bougie, en fait, mais je dis mais non, même des bougies, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça va être pire. Et du coup, voilà, ça va demander énormément d'ouverture d'esprit, énormément de sacrifices, de sobriété, etc. Et puis d'ouverture d'esprit, je veux dire arriver à concevoir que nos ancêtres avaient pas tort sur certaines questions et que en plus on a fait des progrès. Tu vois, il faut à la fois, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le progrès avec tout. Et faut pas non plus dire dire le passé c'était génial et dire le futur technologique transhumaniste sera génial. Et vraiment, ce chemin entre les deux, c'est très compliqué. Voilà, d'où la super piste des low-tech. Voilà. Et après, dans ta question, il y a un piège, c'est comment on s'organise à grande échelle. Et la grande échelle, c'est quoi? C'est les énergies fossiles. Du ouais. coup, je pense qu'on ne sait pas s'organiser à grande échelle sans énergie, sans masse énergie, quoi, sans plein d'énergie. Ceci dit, la mondialisation a commencé avant les énergies fossiles. Marco Polo, la découverte de l'Amérique. Voilà, il y avait de la mondialisation avec de la voile. C'était de low-tech, mais voilà, toute notre habitude de penser grande échelle, rapidité grande échelle, tout ça, même le virtuel, hein, les serveurs Google et tout ça, c'est des énergies fossiles. On ne sait pas faire sans énergie fossile. Donc il va falloir tout repenser radicalement, comme on disait au début. Ça va être un gros bordel, mais pendant un certain temps. Ah, la tablette d'Alexandre. Ouest France, le 26 Ouais, août, j'ai vu ça, c'est génial. 4000 habitants fournis en eau potable par camion-citerne. Donc ça explique voilà ce que ça peut donner si on a un problème sur le pétrole. Il y a la règle des trois hein, pour les questions de survie. On tient 3 minutes sans oxygène, hors exception, bien sûr. On tient 3 jours sans boire, hors exception, bien sûr. Et puis 30 jours sans manger. Donc là, s'il y a un problème sur le pétrole, il y a 4000 habitants qui risquent de mourir dans les 4 jours. Voilà. Donc, moi, ce que je préconise aussi dans le petit bouquin que j'ai écrit avec André Jacolbec, c'est qu'on commence à penser des réserves stratégiques de biocarburants, notamment avec le chanvre qui est un couteau suisse, hein, un couteau suisse de la résilience, puisqu'avec le chanvre, alors je précise le chanvre légal, qui est régulé par la France et par l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un taux de THC, alors petit mot mémotechnique, dans le chanvre, il y a 2 substances, le CBD et le THC. CBD, c'est curatif, c'est pour les maladies, pour soigner les maladies. Et le THC, c'est toxicomanie, donc c'est un peu la drogue. Donc la France régule le chanvre pour qu'il n'y ait pas de drogue dedans. Mais grâce au chanvre, on peut produire des biocarburants. Le meilleur exemple, c'est Pierre-Yves Normand, qui est un chanvrier que je suis allé voir récemment, ce week-end dernier, à Quimper. Lui, il est resté 1 semaine sans électricité.
Bon, bah, il a mis son huile de chanvre qu'il a pressée dans un vieux moteur diesel. Alors, son moteur diesel d'électrogène et puis sa vieille 405. Donc, il y a moyen d'être résilient. Et on a besoin, à mon sens, depuis les communes, d'avoir des stocks d'énergie. Typiquement, pour revenir au sujet, de ces 4000 habitants qui risquent à un moment, imaginons qu'il y ait une crise sur l'énergie, qu'il n'y ait plus d'énergie ou qu'il y ait un gros blocage, mais c'est absolument intolérable qu'à ce stade, les gens risquent de crever de soif dans un pays comme le nôtre. Donc il faut penser, il faut penser organique, de manière organique, avec les communes. On connaît nos territoires, on connaît les forces et les faiblesses, on peut créer des synergies entre elles, entre ces communes, et c'est ce qui nous sauvera, je pense, à long terme, des gros défis qu'on va avoir. Il ne faut pas attendre d'un truc centralisé, comme l'a dit Pablo. Pour l'instant, si on veut limiter la hauteur de chute, on va devoir reposer encore sur l'énergie pétrole. Alors, il y a des économies d'échelle qu'on peut faire. Aujourd'hui, un Français consomme 4,3 litres de pétrole par jour. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'énergie? Combien de voitures sont vides? Pardon, pas vides, mais il y a une personne dedans, alors qu'on pourrait en mettre 4 ou 5. Voilà, on peut faire des économies d'échelle pour justement amorcer tranquillement la transition, enfin tranquillement, entre guillemets, mais au moins commencer à reconsidérer nos besoins en énergie vitale. Aujourd'hui, nos systèmes de défense, nos tanks, nos avions, nos transports de troupes, il n'y a que quelques navires qui fonctionnent au nucléaire, mais après, le reste tout fonctionne au pétrole. Comment on défend notre pays sans avoir des réserves stratégiques qui excèdent 3 mois? Aujourd'hui, les réserves stratégiques, c'est 3 mois. Après, on fait quoi? On se laisse envahir, on laisse tout comme ça. Donc, on a développé, il y a un progrès qui a été destructeur pour la planète, il y a un autre progrès dont il va falloir se servir. Internet, c'est un super outil, mais il faut le réduire en énergie. Mais il y a le progrès des biocarburants, certains biocarburants qui est pas mal non plus à considérer. Il faut modérer les choses et à l'échelle de notre pays, voir quelles économies d'échelle on peut faire pour passer les crises. C'est vrai que quand on se pose la question de la matérialité du virtuel, ça amène à la question du pétrole et c'est assez compliqué. Je voulais savoir si vous ne pensez pas que, justement, vu que Internet est ce qui nous connecte tous actuellement et que cette plateforme est dépendante des énergies fossiles, le fait que les énergies fossiles se raréfient, est-ce que ça va poser justement la question des énergies au niveau mondial? Est-ce qu'on va réussir enfin à discuter tous ensemble sur justement, grâce à la question d'Internet qui risque de peut-être disparaître? Je ne sais pas ce que vous pensez. Je fais 10 secondes pour laisser la parole. C'est quoi, dans le cadre de ce qu'on entrevoit là, un collapse? Est-ce qu'il y a encore nécessité d'avoir autant de vidéos de chats qui déroulent du PQ? Quand il y a mais après, sur Internet, il n'y a pas forcément que des prennent de la bande passante, tu vois, alors qu'on a des infos à se donner. Ben voilà, une fois de plus, c'est un rapport d'échelle. Il va juste falloir choisir ce qui nous est important à l'échelle de l'humanité et ce qu'on doit dégager, quoi, tout simplement. Ouais, je pense pas qu'on arrivera à choisir de manière collégiale. Ça va se faire à l'arrache. Il y a des internets qui partiellement vont bugger ou totalement, et puis on va réapprendre à vivre sans. C'est clair. Mais j'ai vu qu'il y avait des internets low-tech locaux qui émergeaient là, qui consommaient moins. Mais je pense pas que ta question, tu semblais penser que c'est parce que Internet nous connecte tous qu'on va on va s'entendre pour sauver Internet. Ça, j'y crois pas trop. Sur la question de l'énergie, vu que ça va impacter directement Internet, et Internet, donc ça veut dire l'économie, ça veut dire tout en fait. Mais si Internet s'effondre, on est devenu dépendant. Mais les impôts, tout dépend d'Internet maintenant, c'est la folie. Oui, c'est pour ça que je me posais cette question-là. Et du coup, ça renforce le verrouillage sur l'électricité et comment dire, le verrou nucléaire en France, c'est-à-dire que on peut plus sortir du nucléaire rapidement, sinon on fait s'effondrer l'économie française. Et on est prisonnier de l'énergie nucléaire.
Et les gens, et à juste titre, ils disent si vous sortez du nucléaire, on est foutu. Bah ouais, on se tire une balle dans le pied. Mais qu'est-ce qu'on choisit, le court terme ou le long terme? Donc là, il y a une vraie question. Moi, je pense que c'est comme le pétrole, il faut faire de la résilience, c'est-à-dire des stocks, comme tu disais Alexandre, de la modularité, de la redondance, enfin tout ce qui permet d'augmenter la résilience d'un système. Donc ça, on connaît, les physiciens connaissent. Mais en plus, il faut s'entraîner. La résilience, c'est quelque chose d'expérientiel, ça se pratique, pas une question théorique. Il faut se déconnecter 2 mois d'Internet, 3 mois, 1 an ou une semaine, peu importe. Et tu t'entraînes et tu vois comment ta vie change sans voiture, sans gaz, sans eau, sans électricité, sans Internet, sans télé. Et tu pratiques. Et du coup, quand il y a des ruptures, t'as de quoi retomber sur tes pattes. Nos grands-parents, tu parlais de 3 jours de résilience alimentaire en France, à Paris. Nos grands-parents, ils avaient 2 mois facile parce qu'ils ont vécu la guerre. Là, les Allemands, le gouvernement allemand et le gouvernement suédois conseillent à la population d'avoir 10 jours, 10 jours de nourriture au moins et 5 jours d'eau. C'est déjà bien si on a ça en France, ça évitera pas mal de problèmes. Et c'est pas du tout une panacée, hein, mais c'est juste ça évite pas mal d'émeutes déjà au début. Ça permet de retomber sur ses pattes un petit peu. Donc pour Internet, c'est pareil, il faut apprendre à vivre sans. Il y a Gaël Musquet qui est très très bon pour reconnecter les gens. L'information, c'est aussi de la sécurité, ou la sécurité, c'est de l'information. Et lui, il est intervenu sur toutes les zones où il y avait des cyclones, des dégâts. Et il est capable de faire un Internet low-tech, justement, qui va servir à protéger les populations, les guidant de la meilleure manière qui soit vers les zones qui sont plus safe. Donc ça existe, les technologies mesh, il y a tout un tas de choses low-tech. Et là, aujourd'hui, on n'est pas notre population, et pas que la nôtre, à l'échelle mondiale, on n'est pas des gens qui aiment le low-tech. On est des junkies. On veut toujours plus. Donc c'est ça, c'est là où je rejoins Pablo. Comment ça va se passer? On a du mal à vraiment anticiper. On a une agriculture complètement déstructurée en France. Comment on peut faire pour faire revivre cette industrie-là? Puis ensuite, je vous demanderai juste Attends, déjà, c'est pas déstructuré pour tout le monde. C'est très structuré pour l'agrochimie, pour beaucoup de gens. Et comment tu veux faire revivre l'industrie? Moi, je veux pas faire revivre. En fait, comment retrouver une autonomie alimentaire, en fait? Parce qu'actuellement, on n'est plus autonome alimentairement. Vu que la France. Ouais, en France. Mais on ne cherche pas à l'être. Depuis la guerre, on cherche à exporter au maximum et à importer. Donc, c'est pas du tout l'autonomie qui est recherchée. Donc, rien n'a été fait pour l'autonomie. Donc, faut faire marche arrière toute. Je sais plus qui disait. Je sais pas si c'est toi, Alex, qui disait l'État, en fait, c'est comme une grande péniche qu'il faut. Ouais, c'est ça. Ça met du temps à arrêter. La politique agricole, c'est ça. Ça met du temps à arrêter et puis il faut que tu attendes qu'il y ait la place pour faire le gros demi-tour. Et c'est pas facile dans les canaux à trouver, quoi. Donc faire demi-tour sur l'autonomie alors que là on a pris le sens inverse avec la mondialisation. Bon, après, ceci dit, quand on s'y met à fond, on peut faire les choses rapidement et en grand. Regarde le plan Marshall, regarde l'économie de guerre, si on s'y met à fond maintenant. Et c'est pour ça que le livre de Stéphane Linou est excellent, parce que il amène la question de la sécurité alimentaire sur le devant de la table. Et c'est la seule excuse, la sécurité nationale, la seule excuse qui peut nous permettre de faire rapidement une sorte de plan Marshall ou un programme qui déverrouille tous nos mythologies, mondialisation, le libéralisme, tout ça, la mondialisation, la compétitivité, tout ça on oublie, sécurité nationale, et bim, et on y va, économie de guerre, et on peut agir très vite et à grande échelle. De toute façon, il n'y a pas non plus, à moins que je me sois trompé et que j'en ai jamais vu, de champs de permaculture dans les casernes militaires. Donc c'est aussi une question de défense nationale. Les militaires mangent bien. Ils peuvent avoir quelques stocks lyophilisés, mais c'est pas tant que ça non plus.
Donc ça nous concerne tous, cette question de résilience alimentaire. Et vraiment, Stéphane Linou a mis le doigt sur quelque chose qui doit occuper nos esprits jusqu'à la résolution du problème. Je vais juste vous demander de nous conseiller un film et un livre, et après je vous laisserai si vous avez... Ou plusieurs livres, hein, si vous voulez en conseiller plusieurs, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Un film ou un livre, il y a Margin Call sur la crise financière, et un livre Dans la forêt, un roman de Jean Egland sur 2 adolescentes qui vivent un collapse, mais c'est très beau. Pas du tout survivaliste cliché, c'est très très beau comme livre. Dans la forêt de Jean Egland. J'en ai 3. Alors, j'ai pas de film, mais c'est 3 livres, donc je les ai déjà cités pour les 2 premiers. L'or noir de Mathieu Ozano, parce que là, ça nous ramène à notre réalité, notre dépendance énergétique. C'est formidable. C'est l'histoire de Rockefeller, qu'on retrouve dans beaucoup de théories, parfois du complot. Alors, complot, c'est un autre terme pour dire stratégie. Mais l'or noir, il n'y a pas de complot, il n'y a qu'une recherche de la vérité, et c'est très très bien fait. Après, un peu de poésie aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Jean-Pierre Roux, et ses 2 tomes, Siècle bleu. Et puis enfin, c'est un de nos potes aussi, Julien Botsnitsa, son bouquin, alors je me cours toujours avec le titre du tien, Pablo. Pourquoi tout va s'effondrer, le sien? Pourquoi tout va s'effondrer? Et puis il y a le tien qui sort ce mois-ci, non? Il est. Ouais. Est... Et puis pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à une science qui va tout bouleverser aussi, hein. Quelque part, on est vraiment à la croisée des chemins de notre civilisation. Il y a un monde qui s'effondre, on le sent, et puis il y a un monde à découvrir. Comme disait Malraux, le 21e siècle sera spirituel, mais ne sera pas. Je vous conseille les ouvrages de Philippe Guillemant, que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps à Pablo, qui est un scientifique du CNRS, qui y est toujours, et qui travaille sur les futurs souhaitables, sur plein de choses. Son dernier ouvrage, c'est Le Pic de l'Esprit. Ça, je vous conseille aussi. Merci à vous deux. Merci à vous deux aussi, surtout. Et puis, peut-être à bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous m'en permettez un dernier? Oui, le tien, si un dernier aussi. Non, celui de Stéphanie Gibault. Oui. La femme qui en savait vraiment trop et la traque des lanceurs d'alerte. Là, vous allez comprendre dans quel monde on vit. Ça, je note, j'ai pas lu celui-là. Ah si tu veux, je pourrais te... Je suis dans la version anglaise, et justement avec la fameuse lettre à Hermotti, le patron du BS. On salue bien, et il viendra à l'éthique. Bon, merci Jérémy. Merci à vous. Bonne soirée.